Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à celles et ceux d'entre vous qui nous rejoignent. Nous allons suivre en direct ce matin depuis Strasbourg la visite effectuée par le pape François aux instances européennes, au Parlement européen en premier lieu, puis au Conseil de l'Europe. Le pape, dont l'avion s'est posé à 10 heures, heure prévue sur l'aéroport international de Strasbourg, a été accueilli à sa descente d'avion par Harlem Désir, secrétaire d'État aux Affaires européennes, également par deux vice-présidents du Parlement européen, Antonio Tajani et David Maria Sassoli. L'accueillait également Madame Ségolène Royal, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Et puis le préfet de la région d'Alsace-Bas-Rhin, Stéphane Bouillon, et d'autres personnalités politiques, dont le maire de Strasbourg, M. Roland Ries, le chef du protocole du Parlement européen, M. François Brunage, et le chef du protocole du Conseil de l'Europe, Raphaël Benitez. Après sa descente d'avion, le pape, accueilli donc par Harlem Désir, s'est rendu au salon d'honneur de l'aéroport et s'est entretenu donc brièvement avec M. Harlem Désir. Lors de ce bref déplacement, sachez que bien sûr le pape qui passe 4 heures à peine sur le sol alsacien, eh bien le pape doit prononcer un discours devant le Parlement européen, puis, je vous le disais, il se rendra au Conseil de l'Europe pour prononcer également un discours aux membres de cette auguste assemblée. Devant les institutions européennes, eh bien, sachez que le pape argentin entend réveiller le vieux continent, le sortir de sa torpeur, a-t-on confié au préalable au Vatican. Mais aussi le Saint-Père souhaite encourager le projet européen. Sa visite intervient entre deux déplacements emblématiques aux périphéries du continent, l'Albanie au mois de septembre et la Turquie 3 jours plus tard. Apercevez M. Martin Schulz, président du Parlement européen. Puis sachez qu'à bord de l'avion de la compagnie Alitalia, comme à l'accoutumée, le pape est accompagné de ses plus proches collaborateurs,
cérémoniaires, d'hommes de sécurité, gendarmes du Vatican et gardes suisses, mais aussi bien sûr du cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin, ainsi que d'une quarantaine de journalistes. Voilà l'accueil officiel par M. Martin Schulz, donc président du Parlement européen, en présence d'un millier environ d'employés du Parlement avec leurs familles.
Voilà, et bien sûr, vous aurez reconnu l'hymne de l'Union européenne, ce thème de l'hymne à la joie de la 9e symphonie de Beethoven, adopté comme hymne officiel de l'Union européenne en 1972. Là, le Saint-Père, accompagné par M. Schulz, se rend présent au salon protocolaire situé au premier étage de ce bâtiment. Grand édifice circulaire situé au nord-est de la ville de Strasbourg. Sachez que dans un télégramme envoyé ce matin par le Saint-Père au président français François Hollande, eh bien, le pape a formulé des vœux ardents de paix et de prospérité à la France et pour l'Europe tout entière. Comme à l'accoutumée, le pape a ainsi envoyé des télégrammes aux différents chefs d'État des pays survolés par son avion en vue de cette visite donc au siège du Parlement européen et du Conseil de l'Europe à Strasbourg. Le télégramme du pape au président français faisait particulièrement mention du centenaire du début de la Première Guerre mondiale. Le Saint-Père se rendra dans l'espace Mariana de Pinella, l'entrée d'honneur réservée aux visites de chefs d'État et de gouvernement, bien que ce voyage du pape à Strasbourg ne soit pas une visite de chef d'État. Mais il va se faire comment? Noch einmal, Eure Heiligkeit, ich habe gleich eine kleine Überraschung für Sie. Nous avons une petite surprise. Die Halle. Ben arrivare.
faut savoir que pour recevoir le Saint-Père ce matin à Strasbourg, en ce bâtiment, eh bien, comme représentant diplomatique près le Saint-Siège, sont présents Madame Laurence Argimon-Pistre, chef de la délégation de la Commission de la Communauté européenne près le Saint-Siège, et bien sûr Monsieur Bruno Joubert, ambassadeur de France près le Saint-Siège. Concernant la délégation papale, eh bien, à l'occasion de cette visite du pape François à Strasbourg, outre bien sûr Monseigneur Pietro Parolin, secrétaire d'État du Vatican, et bien sûr le substitut, Monseigneur Angelo Becciu, la délégation pontificale est composée à l'occasion de cette visite de Monseigneur Luigi Ventura, nonce apostolique en France depuis septembre 2009, Monseigneur Alain-Paul Lebaupin, nonce apostolique près l'Union européenne, Monseigneur Paolo Rudelli, tout récemment nommé envoyé spécial et observateur permanent du Saint-Siège au Conseil de l'Europe. Et le voyez sur ces images, eh bien, le Saint-Père salue également les autres autorités ecclésiastiques présentes durant tout ce déplacement du Saint-Père à Strasbourg. Le cardinal hongrois Peter Erdő, président du Conseil des conférences épiscopales européennes. Le cardinal allemand Rainer Marx, président de la commission des épiscopats de la Communauté européenne. Et enfin, Monseigneur Jean-Pierre Gralet, archevêque de Strasbourg, et Don Ignacio Cefalia, secrétaire de la mission du Saint-Siège près le Conseil de l'Europe. Succès. Merci beaucoup pour votre soutien. Voilà, Saint-Père qui saluait tout particulièrement le cardinal Peter Erdő. Il va y avoir maintenant, en principe, la photo officielle de cette présence du Saint-Père au siège du Parlement européen. Le Saint-Père qui, comme je vous le disais, est accompagné par M. Schulz au salon du protocole situé au premier étage du bâtiment. Le maire d'Aquisgrana est là et monsieur et madame Dole. Oui, monsieur et madame Dole sont des amis. Il était très longtemps le président. Merci. Merci beaucoup. Pape François, s'il vous plaît, bénissez-nous.
sì. Dopo la firma. Sì, vorrei vedere perché ho bisogno. Sì. Dopo la firma. Hein? Ça va bien si je parle en français avec vous. Ou mieux en allemand. En français, mieux. Mieux en français. Ou in English. Was ist das? Was für eine Schönheit. Ah, das ist schön. Ich danke Ihnen. Das freut Voilà que la surprise peut-être réservée par Martin Schulz au pape François, c'est de retrouver Madame Helma Schmidt, à présent, une personne qui a accueilli le pape dans les années 80 en Allemagne lorsqu'il prenait des cours d'allemand au Goethe-Institut. Sehr gut. Vielen Dank. Wunderbar, vielen Dank. Kann mir das jemand abnehmen? Ist wunderbar. Vielen Dank. Das auch die ganzen Kinder ist. Aber es ist schön, sie zu sehen. Ja. Nach der Unterschrift Ist klar. Ja, Vorbild. Ja, ist 92. 92, 97. 97. Aber das war eine schöne Überraschung. So, Jetzt die andere Person. ja. So, sentez-vous. Vous connaissez déjà M. Désir, le ministre d'État pour les affaires européennes. Madame Royale, vous avez déjà. Madame Dole, je vous ai raconté à M. Dole, mes amis, l'évêque d'Aix-la-Chapelle. M. Pöttering, c'est l'ancien président qui a exprimé l'invitation pour le pape à l'époque. M. Philippe Heller, Sindaco d'Aquisgrana. Sainteté. C'est maintenant la signature du livre d'or avant d'entrer dans le salon. La signature qui sera suivie en principe de l'échange des cadeaux.
So. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci. Jetzt gehe ich ja. Jean Monnet était le père fondateur de l'Union européenne. Nous avons ses mémoires créés dans un exemplaire qui n'existe qu'une seule fois. C'est celui-là, pour vous, comme les cadeaux du Parlement européen. Merci beaucoup. Et vous savez, je suis libraire par profession, donc les cadeaux sont toujours des livres. Merci. Merci. Das ist mein Wunsch Ja, für das Parlament. wunderbar. Was für ein schönes Stück. Vielen Dank, Radiskat. Das ist auch mein Wunsch für das Parlament. Voilà, M. Martin Schulz, président donc, du Parlement européen, qui vient de faire cadeau au Saint-Père d'une édition reliée des mémoires de Jean Monnet en espagnol. Jean Monnet, un des fondateurs de l'Union européenne, fonctionnaire international. Et le Saint-Père qui remet au Parlement européen, à travers M. Schulz, une représentation de la mosaïque célèbre à partir de celle qui a été réalisée dans le mausolée édifié à Ravenne pour la sépulture de la sœur de l'empereur Honorius. Évidemment, la mosaïque représente la colombe de la paix. Oui, je connais. Il y avait plein de celui chez moi. Martine, j'ai pas pu te saluer. Oui, bonjour, c'est Martine, alors. Qu'est-ce que tu lui as offert alors? C'est C'est un tableau d'une colombe que tu as fait faire? Non, c'est le cadeau du peuple. Ah, ça, c'est Nous l'avons vendu livre comme que cadeau, tu un as fait, livre, qu'est-ce que c'est? c'est les mémoires de Jean Monnet, mais Relié par le Parlement européen. oui. C'est un très beau cadeau, c'est un très beau choix. Parfait. Ok. So, Josef, ich bleibe bei dir. Du weißt, Non, ne t'inquiète Très bien, tout à l'heure. Bring schon mal die. Essayer la main du pape. Ah oui, Ça vous dérange? mais pas du tout. Also with Coronary Foundation, I think it's okay. Nehmen Sie uns mit auf die Galerie? Et cependant que le Saint-Père s'entretient à présent à huis clos avec le président du Parlement européen, M. Martin Schulz, en compagnie du secrétaire général, Klaus Welle, le vice-secrétaire général, Mme Francesca Ratti, le directeur de cabinet, Monseigneur Markus Winkler, et le chef de cabinet, M. Armin Mahmer. Eh bien, rappelons que ce voyage, je vous le disais, du pape à Strasbourg n'entend pas être une visite à notre pays, mais bien une rencontre avec les responsables de l'Union européenne. Un voyage apostolique en France a quant à lui été annoncé, bien que la date ne soit pas encore fixée ou connue. Nous n'avons pas de photo avec. Ici devant. Ici. So. À nouveau, une photographie avec Madame Schmidt, Elma Schmidt, donc, qui recevait le Saint-Père en Allemagne dans les années 80. Ja, ja. Und auch hinterlassen Sie Herzensgrüße, nicht? Vielen Dank. Okay. Okay. So. attendez. Ja. Okay.
Je vous le disais donc, le pape François qui ne rend pas visite. Je vous présente M. Noubel, qui est le secrétaire général du Parlement européen. Signor Ravati, secrétariat général du Parlement européen. Ribera de Alcalá, qui est très très engagé dans la vie laïque catholique en Italie. C'est la raison pourquoi il est invité d'assister. Bon. Bitte nehmen Sie Platz. Le Saint-Père qui a salué donc Madame Laurence Argimon-Pistre, la tête de la délégation de la Commission de la Communauté européenne, et bien sûr Monsieur Bruno Joubert, ambassadeur de France près le Saint-Siège. Voilà, et durant donc cet entretien des délégations à huis clos, je vous le disais, ce n'est donc pas en chef d'État, mais fort de la grande autorité que lui reconnaît une bonne partie de la communauté internationale, que le Saint-Père se rend aujourd'hui à Strasbourg auprès des institutions. Interpellé sur les propos notamment de l'eurodéputé français Jean-Luc Mélenchon, selon lequel, je cite, le pape n'a rien à faire au Parlement européen, eh bien le père Federico Lombardi, pour la salle de presse du Saint-Siège, a répondu en souriant qu'il serait surpris, disait-il, qu'il n'y en ait qu'un seul sur 751 députés à qui cela ne plaise pas. Nous savons tous, disait-il, et le pape mieux que quiconque, qu'il n'est pas un chef d'État avec des pouvoirs militaires, économiques et des intérêts politiques particuliers. Le père Lombardi expliquait alors que la présence du pape dans le monde des organisations internationales est reconnue au niveau international depuis des siècles comme celle d'une grande autorité religieuse et morale à la tête de la communauté très nombreuse qu'est l'Église catholique. Le père Lombardi qui faisait référence évidemment aux déclarations mi-septembre de Jean-Luc Mélenchon lors de l'annonce de la visite du pape François aux institutions européennes. Jean-Luc Mélenchon avait assuré qu'il n'acceptait pas le jeu de la confusion entre les chefs religieux et le chef d'État, croupion du Vatican, disait-il. Les députés européens n'ont pas à recevoir le sermon d'un chef religieux quel qu'il soit, affirmait alors encore ce fondateur donc du parti de gauche. Et devant la presse, le père Lombardi a rappelé que le déplacement du pape François à Strasbourg n'aurait donc aucun caractère pastoral et ne consistait aucunement en une visite en France. Et que c'était donc ni le chef de l'État, ni le chef du gouvernement français qui accueillait le pape à son arrivée à l'aéroport, comme nous l'avons vu et su, mais le secrétaire d'État aux affaires européennes, donc M. Harlem Désir.
celui qui a les offices. Et puis je vous le rappelle donc au Parlement européen dans un instant, puis au Conseil de l'Europe un peu plus tard, le pape François prononcera donc 2 grands discours prononcés en italien pour parler à l'Europe tout entière, précisait également le directeur du bureau de presse, le père Lombardi. Oui, parce que je suis lorrain, je traverse souvent la Suisse naturellement. J'ai de la famille dans le Valais. Ah ouais? Oui, oui. Sierre. Depuis combien de temps vous êtes déjà? Alors, je suis depuis 10 ans évêque à Strasbourg et depuis 7 ans l'archevêque. Mais là, je suis au transmettre, j'ai l'organisé. Vous voyez sur ces images le nonce apostolique en France, Monseigneur Luigi Ventura, qui s'entretient avec Monsieur Harlem Désir. But the forts are in there. Il y a des possibilités avec les traditions, parce que la Suisse a beaucoup de choses. Je crois que l'Alsace est un peu comparable pour ça. Et puis sachez qu'une fois n'est pas coutume, eh bien l'Allemand Martin Schulz, donc président du Parlement européen, a signé récemment l'éditorial de l'Osservatore Romano, le 23 novembre 2014, pour prendre la plume contre les opposants à cette visite du pape François au Parlement européen et au Conseil de l'Europe. Martin Schulz expliquant que cette visite n'est pas une attaque contre la laïcité des institutions européennes. Au contraire, écrivait-il, cette visite pourra réveiller la vieille Europe de sa torpeur. Et vous avez peut-être aperçu sur vos images Matteo Renzi, donc le président du Conseil italien. La présidence de l'Union européenne revenant en cette période à l'Italie jusqu'à fin décembre. Voilà, nous attendons donc l'entrée du pape dans l'enceinte de ce Parlement européen, dans l'hémicycle.
Le Parlement européen, qui est le seul organe de l'Union européenne élu au suffrage universel direct, avec 750 députés plus 1, le président. 751 députés européens, donc, qui représentent les 500 millions de citoyens européens. Ils sont élus tous les 5 ans par les électeurs des 28 États membres de l'Union européenne. Vous apercevez toujours Matteo Renzi. Le Parlement européen, je vous le disais, organe législatif de l'Union européenne, est l'unique institution internationale, donc directement élue par 508 millions de ressortissants de l'Union européenne. Et le siège se trouve donc ici à Strasbourg depuis 1999. Sachez en outre que c'est dans les dernières décennies que le Parlement européen a graduellement acquis des pouvoirs majeurs et aujourd'hui il agit donc en qualité de co-législateur dans la quasi-totalité des domaines du droit de l'Union européenne. Le président du Conseil italien, donc, que vous avez vu abondamment sur ces images, s'entretenir avec le luxembourgeois Jean-Claude Juncker. Nouveau président de la Commission européenne. Il faut savoir que le Parlement européen joue 3 rôles essentiels. Il examine et adopte les actes législatifs européens avec les conseils. Il exerce un contrôle sur les activités des autres institutions de l'Union européenne, notamment la Commission, afin de garantir que celle-ci fonctionne démocratiquement. Et il examine et adopte le budget de l'Union européenne avec le Conseil. Concernant l'adoption de la législation européenne, eh bien, le Parlement, dans de nombreux domaines, exerce son pouvoir, tel que celui de la protection des consommateurs ou de l'environnement. Et le Parlement qui coopère avec le Conseil, donc, qui représente les gouvernements nationaux, décide du contenu des actes législatifs et les adopte officiellement. C'est la procédure législative ordinaire. Voilà, le Saint-Père va donc faire son entrée dans l'hémicycle du Parlement européen.
Le pape François. Bitte nehmen Sie Platz. Et nous écoutons le discours du président du Parlement, Martin Schulz. Papst, Franziskus, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine lieben Gäste, Sainteté, Damen und Herren, François, collègues, Papst Johannes Paul II. mesdames et messieurs, vor dem Europäischen Parlament. Seine Rede il y a 26 ans, war ein Meilenstein le pape Jean-Paul II zum Fall des Eisernen Vorhangs und des Beginns der Wiedervereinigung. était dans le Parlement européen et il a passé une pierre miliaire pour la chute du rideau de fer, pour la réunification de l'Europe. Aujourd'hui, c'est vous qui parlez, sainteté, pape François, un Parlement européen qui représente plus de 500 millions de citoyens de 28 États. Députés de ce Parlement forment la grande diversité en Europe. Ces 6 dernières années, l'Europe a traversé une crise dramatique qui a eu des conséquences très graves. Et surtout, est grave que les citoyens ont perdu leur confiance en leurs institutions, aussi bien au niveau national qu'international européen. Et cette perte de confiance est énorme. Mais sans confiance, aucune idée et aussi une institution peuvent avancer. Donc, il faut la coopération de toutes les forces afin que l'on puisse retrouver la confiance. Et ici, les idées, les intérêts des institutions européennes, des églises, avancent les valeurs de la tolérance, du respect, de l'égalité, avancent ensemble. Le respect, la solidarité, la paix font partie de notre tâche commune de l'Union européenne. Signifie être ensemble, pas les uns contre les autres. Cela veut dire inclusion et pas exclusion. Les jeunes ont difficulté à trouver du travail dans notre société. Et donc, nous essayons de trouver un avenir meilleur pour les jeunes. Il y a des jeunes qui partent, des réfugiés qui cherchent du travail chez nous. Nous avons besoin de justice sociale et la distribution, plus juste, la distribution des richesses. Donc, que l'on parle de conflits et de guerre chez nos voisins et même au-delà, nous sommes ici pour des objectifs communs. Vos paroles ont une signification énorme. Non seulement vous êtes le chef religieux des catholiques, vos paroles sont d'une importance énorme puisqu'ils nous concernent, ils nous touchent et sont adressées à nous tous et une valeur pour nous tous. Les idées dont vous parlez nous touchent, nous tous.
ont une valeur universelle. Vos paroles nous offrent une orientation dans un temps de grande difficulté. Votre message de dialogue, de paix et de responsabilité les uns envers les autres, de la solidarité, nous montre clairement que nous avons des tâches communes, que nous devons résoudre ensemble, que unis nous sommes plus forts et nous ne devons pas rester seuls. Donc, votre message, c'est un message européen. Et sur ce message se fonde l'idée de l'union, de l'unification européenne. Son histoire, sainteté, est une histoire européenne, sainteté. Votre famille a quitté l'Europe pour trouver une nouvelle patrie en Amérique latine. C'est l'histoire d'un pape qui vient de l'autre côté de l'Atlantique et qui revient pour retrouver son Église, pour fédériser ses croyants. C'est une histoire qui peut nous servir d'un grand exemple, qui peut même aider l'Europe pour faire un renouveau. Et je vous remercie au nom de tous mes collègues, puisque vous êtes ici avec nous et vous avez accepté l'invitation du Parlement européen dans cette maison. C'est un honneur et un privilège pour nous pouvoir écouter aujourd'hui vos paroles. À vous la parole, Pape François. Et après ce discours donc du président du Parlement européen, M. Schulz, nous écoutons à présent le pape François. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les vice-présidents, honorables députés européens, personnes qui travaillent à des titres divers dans cet hémicycle, chers amis, je vous remercie pour l'invitation à prendre la parole devant cette institution fondamentale de la vie de l'Union européenne et pour l'opportunité qui m'est offerte de m'adresser à travers vous à plus de 500 millions de citoyens des 28 pays membres que vous représentez. Je désire exprimer une gratitude particulière à vous, Monsieur le Président du Parlement, pour les paroles cordiales de bienvenue que vous m'avez adressées au nom de tous les membres de l'Assemblée. Ma visite a lieu plus d'un quart de siècle après celle accomplie par le pape Jean-Paul II. Beaucoup de choses ont changé depuis lors en Europe et dans le monde entier. Les blocs opposés qui divisaient alors le continent en deux n'existent plus. Et le désir que l'Europe, se donnant souverainement des institutions libres, puisse un jour se déployés aux dimensions que l'ont donné la géographie et plus encore l'histoire, se réalise lentement. À côté d'une Union européenne plus grande, il y a aussi un monde plus complexe et en fort mouvement. Un monde toujours plus interconnecté et globalisé, et donc de moins en moins eurocentrique. À une union plus étendue, plus influente, semble cependant s'adjoindre l'image d'une Europe un peu vieillie et comprimée, qui tend à se sentir moins protagoniste dans un contexte qui la regarde souvent avec distance, méfiance et parfois avec suspicion. En m'adressant à vous aujourd'hui, à partir de ma vocation de pasteur, je désire adresser à tous les citoyens européens un message d'espérance et d'encouragement.
Un message d'espérance fondé sur la confiance que les filles peuvent devenir des promotrices puissantes d'unité pour vaincre toutes les peurs que l'Europe, avec le monde entier, est en train de traverser. L'espérance dans le Seigneur qui transforme le mal en bien et la mort en vie. Encouragement pour revenir à la ferme conviction des pères fondateurs de l'Union européenne qui ont souhaité un avenir fondé sur la capacité de travailler ensemble afin de dépasser les divisions et favoriser la paix et la communion entre tous les peuples du continent. Au centre de cet ambitieux projet politique, il y avait la confiance en l'homme. Non pas tant comme citoyen, ni comme sujet économique, mais en l'homme comme personne dotée d'une dignité transcendante. Je tiens avant tout à souligner le lien étroit qui existe entre ces deux paroles, dignité et transcendance. La dignité est la parole clé qui a caractérisé la reprise du second après-guerre. Notre histoire récente se caractérise par l'indubitable centralité de la promotion de la dignité humaine contre les violences multiples et les discriminations qui, même en Europe, n'ont pas manqué dans le cours des siècles. La perception de l'importance des droits humains naît justement comme aboutissement d'un long chemin fait de multiples souffrances et sacrifices qui a contribué à former la conscience du caractère précieux de l'unicité qu'on ne peut pas répéter de toute personne humaine individuelle. Cette conscience culturelle trouve son fondement non seulement dans les événements de l'histoire, mais surtout dans la pensée européenne, caractérisée par une riche rencontre dont les nombreuses sources lointaines proviennent de la Grèce, de Rome, de fonds celtes, germaniques, slaves et du christianisme qui l'a profondément pétri, donnant lieu justement au concept de personne. Aujourd'hui, la promotion des droits humains joue un rôle central dans l'engagement de l'Union européenne en vue de favoriser la dignité de la personne en son sein comme dans ses rapports avec les autres pays. Il s'agit d'un engagement important, admirable, puisque trop de situations subsistent encore dans lesquelles les êtres humains sont traités comme des objets dont on ne peut programmer la conception, la configuration et l'utilité et qui ensuite peuvent être jetés quand ils ne servent plus parce qu'ils deviennent faibles, malades ou vieux. Quelle dignité existe vraiment quand manque la possibilité d'exprimer librement sa pensée ou de professer sans contrainte sa foi religieuse? Quelle dignité est possible sans un cadre juridique clair qui limite le domaine de la force et qui fasse prévaloir la loi sous la tyrannie du pouvoir? Quelle dignité peut jamais avoir un homme ou une femme qui fait l'objet de toutes sortes de discriminations? Quelle dignité pourra jamais avoir une personne qui n'a pas de nourriture ou le minimum nécessaire pour vivre, ou pire encore, qui n'a pas de travail, qui est loin de dignité? Promouvoir la dignité de la personne signifie reconnaître qu'elle possède des droits inaliénables dont elle ne peut être privée au gré de certains et encore moins au bénéfice d'intérêts économiques. Mais il convient de faire attention pour ne pas tomber dans des équivoques qui peuvent naître d'un malentendu sur le concept de droits humains et de leur abus paradoxal. Il y a en effet aujourd'hui la tendance à une revendication toujours plus grande des droits individuels
presque individualiste, qui cache une conception de la personne humaine détachée de tout contexte social et anthropologique, presque comme une monade, monas, toujours plus insensible aux autres monades présentes autour de soi, au concept de droit, celui aussi essentiel et complémentaire de devoir, au semble plus associé, de sorte qu'on finit par affirmer les droits individuels sans tenir compte que tout être humain est lié à un contexte social dans lequel ses droits et devoirs sont connexes à ceux des autres et au bien commun de la société elle-même. Par conséquent, je considère qu'il est plus que jamais vital d'approfondir aujourd'hui une culture des droits humains qui puisse sagement relier la dimension individuelle ou mieux personnelle à celle du bien commun de nous tous formés d'individus, de familles, de groupes intermédiaires qui s'unissent en communauté sociale. En effet, si le droit de chacun n'est pas harmonieusement ordonné au bien plus grand, il finit par se concevoir comme sans limite et par conséquent devenir source de conflits et de violences. Parler de la dignité transcendante de l'homme signifie donc faire appel à sa nature, à sa capacité innée de distinguer le bien du mal, à cette boussole inscrite dans nos cœurs et que Dieu a imprimée dans l'univers créé. Cela signifie surtout de regarder l'homme non pas comme un absolu, mais comme un être relationnel. Une des maladies que je vois la plus répandue aujourd'hui en Europe est la solitude. Précisément de celui qui est privé de liens. On la voit particulièrement chez les personnes âgées, souvent abandonnées à leur destin, comme aussi chez les jeunes privés de points de référence et d'opportunités pour l'avenir. On la voit chez les nombreux pauvres qui peuplent nos villes. On la voit dans le regard perdu des migrants qui sont venus ici en recherche d'un avenir meilleur. Cette solitude a été ensuite accentuée par la crise économique, dont les effets perdurent encore avec des conséquences dramatiques du point de vue social. On peut constater qu'au cours des dernières années, à côté du processus d'élargissement de l'Union européenne, s'est accrue la méfiance des citoyens vis-à-vis des institutions considérées comme distantes, occupées à établir des règles perçues comme éloignées de la sensibilité des peuples particuliers, sinon complètement nuisibles. D'un peu partout, on a une impression générale de fatigue, de vieillissement, d'une Europe grand-mère et non plus féconde et vivante. Par conséquent, les grands idéaux qui ont inspiré l'Europe semblent avoir perdu leur force attractive au profit de la technique bureaucratique de ces institutions. À cela s'ajoutent des styles de vie un peu égoïstes, caractérisés par une opulence désormais insoutenable et souvent indifférente. Et souvent indifférente au monde environnant, surtout envers les plus pauvres. On constate avec regret une prévalence des questions techniques et économiques au centre du débat politique au détriment d'une authentique orientation anthropologique. L'être humain risque d'être réduit à un simple engrenage d'un mécanisme qui le traite à la manière d'un bien de consommation à utiliser, de sorte que, nous le remarquons malheureusement souvent, lorsque la vie n'est
pas utile au fonctionnement de ce mécanisme, elle est éliminée sans trop de scrupules, comme dans le cas des malades en phase terminale, des personnes âgées abandonnées sans soins ou des enfants tués avant de naître. C'est une grande méprise. C'est une grande méprise qui advient lorsque l'absolutisme de la technique prévaut, ce qui finit par produire une confusion entre la fin et le moyen, résultat inévitable de la culture du déchet et de la mentalité de consommation exagérée. Au contraire, affirmer la dignité de la personne, c'est reconnaître le caractère précieux de la vie humaine qui nous est donné gratuitement et qui ne peut, pour cette raison, être objet d'échange ou de commerce. Dans votre vocation de parlementaire, vous êtes aussi appelé à une grande mission, bien qu'elle puisse sembler inutile. Prendre soin de la fragilité des peuples et des personnes. Prendre soin de la fragilité veut dire force et tendresse, lutte et fécondité au milieu d'un modèle fonctionnaliste et privatisé qui conduit inexorablement à la culture du déchet. Prendre soin de la fragilité de la personne et des peuples signifie garder la mémoire et l'espérance, signifie prendre en charge la personne présente dans sa situation la plus marginale et angoissante, être capable de loindre de dignité. Comment donc redonner espérance en l'avenir, de sorte qu'à partir des jeunes générations, on retrouve la confiance afin de poursuivre le grand idéal d'une Europe unie et en paix, créative et entreprenante, respectueuse des droits et consciente de ses devoirs. Pour répondre à cette question, permettez-moi de recourir à une image. Une des fresques les plus célèbres de Raphaël qui se trouve au Vatican représente la dite école d'Athènes. Au centre se trouvent Platon et Aristote. Le premier a le doigt qui pointe vers le haut, vers le monde des idées, nous pourrons dire vers le ciel. Le second tend la main en avant, vers celui qui regarde vers la terre, la réalité concrète. Cela me paraît être une image qui décrit bien l'Europe et son histoire, faite de la rencontre continuelle entre le ciel et la terre, où le ciel indique l'ouverture à la transcendance, à Dieu, qui a depuis toujours caractérisé l'homme européen, et la terre qui représente sa capacité pratique et concrète à affronter les situations et les problèmes. L'avenir de l'Europe dépend de la redécouverte du lien vital et inséparable entre ces deux éléments. Une Europe qui n'a plus la capacité de s'ouvrir à la dimension transcendante de la vie et une Europe qui, lentement, risque de perdre son âme, ainsi que cet esprit humaniste qu'elle aime et défend cependant. Précisément à partir de la nécessité d'une ouverture au transcendant, je veux affirmer la centralité de la personne humaine qui se trouve autrement à la merci des modes et des pouvoirs du moment. En ce sens, j'estime fondamental non seulement le patrimoine que le christianisme a laissé dans le passé pour la formation socioculturelle du continent, mais surtout la contribution qu'il veut donner aujourd'hui et dans l'avenir à sa croissance. Cette contribution n'est pas un danger pour la laïcité des États, ni pour l'indépendance des institutions de l'Union, mais au contraire un enrichissement.
Les idéaux qui l'ont formé dès l'origine le montrent bien. La paix, la subsidiarité et la solidarité réciproque, un humanisme centré sur le respect de la dignité de la personne. Je désire donc renouveler la disponibilité du Saint-Siège et de l'Église catholique à travers la Commission des conférences épiscopales européennes pour entretenir un dialogue profitable, ouvert et transparent avec les institutions de l'Union européenne. De même, je suis convaincu qu'une Europe capable de mettre à profit ses propres racines religieuses, sachant à recueillir la richesse et les potentialités, peut être plus facilement immunisée contre les nombreux extrémismes qui déferlent dans le monde d'aujourd'hui et aussi contre le grand vide d'idées auquel nous assistons en Occident, parce que c'est l'oubli de Dieu et pas sa glorification qui engendre la violence. Nous ne pouvons pas ici ne pas rappeler les nombreuses injustices et persécutions qui frappent quotidiennement les minorités religieuses, en particulier chrétiennes, en divers endroits du monde. Des communautés et des personnes sont l'objet de violences barbares, chassées de leur maison et de leur patrie, vendus comme esclaves, tués, décapités, crucifiés et brûlés vives, sous le silence honteux et complice de beaucoup. La devise de l'Union européenne est « unité dans la diversité ». Mais l'unité ne signifie pas uniformité politique, économique, culturelle ou de pensée. En réalité, toute unité authentique vit de la richesse des diversités que la composent, comme une famille qui est d'autant plus unie que chacun des siens peut être, sans crainte, davantage soi-même. Dans ce sens, j'estime que l'Europe est une famille de peuples, lesquels pourront sentir les institutions de l'Union proches, dans la mesure où elles sauront sagement conjuguer l'idéal de l'unité à laquelle on aspire à la diversité propre de chacun, valorisant les traditions particulières, prenant conscience de son histoire, de ses racines, se libérant de nombreuses manipulations et phobies. Mettre au centre la personne humaine signifie, avant tout, faire en sorte qu'elle exprime librement son visage et sa créativité au niveau des individus comme au niveau des peuples. D'autre part, les particularités de chacun constituent une richesse authentique dans la mesure où elles sont mises au service de tous. Il faut toujours se souvenir de l'architecture propre de l'Union européenne basée sur les principes de solidarité et de subsidiarité, de sorte que l'aide mutuelle prévale et que l'on puisse marcher dans la confiance réciproque. Dans cette dynamique d'unité particularité se pose à vous, mesdames et messieurs les eurodéputés, l'exigence de maintenir vivante, de prendre en charge la démocratie des peuples d'Europe. Il est connu qu'une conception uniformisante de la mondialité touche la vitalité du système démocratique, affaiblissant le débat riche, fécond et constructif des organisations et des partis politiques entre eux. On court ainsi le risque de vivre dans le règne de l'idée, de la seule parole, de l'image, du sophisme.
et de finir par confondre la réalité de la démocratie avec un nouveau nominalisme politique. Maintenir vivante la démocratie en Europe demande d'éviter les manières globalisantes de diluer la réalité, les purismes angéliques, les totalitarismes du relativisme, les fondamentalismes antihistoriques, les éthiques sans bonté, les intellectualismes sans sagesse. Maintenir vivante la réalité des démocraties est un défi de ce moment historique, en évitant que leur force réelle, force politique expressive des peuples, soit écartée face à la pression d'intérêts multinationaux non universels qui les fragilisent et les transforment en système uniformisé de pouvoir financier au service d'empires inconnus. C'est un défi qu'aujourd'hui l'histoire vous lance. Donner espérance à l'Europe ne signifie pas seulement reconnaître la centralité de la personne humaine, mais implique aussi d'en favoriser les capacités. Il s'agit donc d'y investir ainsi que dans les domaines où les talents se forment et portent du fruit. Le premier domaine est sûrement celui de l'éducation à partir de la famille, cellule fondamentale et élément précieux de toute société. La famille unie, féconde et indissoluble porte avec elle les éléments fondamentaux pour donner espérance à l'avenir. Sans cette solidarité, on finit par construire sur le sable, avec de graves conséquences sociales. D'autre part, souligner l'importance de la famille non seulement aide à donner des perspectives et de l'espérance aux nouvelles générations, mais aussi aux nombreuses personnes âgées, souvent contraintes à vivre dans des conditions de solitude et d'abandon parce qu'il n'y a plus la chaleur d'un foyer familial en mesure de les accompagner et de les soutenir. À côté de la famille, il y a les institutions éducatives, les écoles, les universités. L'éducation ne peut se limiter à fournir un ensemble de connaissances techniques, mais elle doit favoriser le processus plus complexe de croissance de la personne humaine dans sa totalité. Les jeunes d'aujourd'hui demandent à pouvoir avoir une formation adéquate et complète pour regarder l'avenir avec espérance plutôt qu'avec désillusion. Ensuite, les potentialités créatives de l'Europe dans divers domaines de la recherche scientifique dont certains ne sont pas encore complètement explorées, sont nombreuses. Il suffit de penser par exemple aux sources alternatives d'énergie dont le développement servirait beaucoup à la protection de l'environnement. L'Europe a toujours été en première ligne dans un louable engagement en faveur de l'écologie. Notre Terre a en effet besoin de soins continus et d'attention. Chacun a une responsabilité personnelle dans la protection de la création, don précieux que Dieu a mis entre les mains des hommes. Cela signifie, d'une part, que la nature est à notre disposition et nous pouvons en jouir et en faire bon usage. Mais d'autre part, cela signifie que nous n'en sommes pas les propriétaires, gardiens mais non propriétaires. Par conséquent, nous devons l'aimer et la respecter, tandis qu'au contraire, nous sommes souvent guidés par l'orgueil de dominer, de posséder, de manipuler, d'exploiter. Nous ne la gardons pas, nous ne la respectons pas, nous ne la considérons pas comme un don gratuit dont il faut prendre soin. Respecter l'environnement signifie cependant non seulement se limiter à
éviter de la défigurer, mais aussi l'utiliser pour le bien. Je pense surtout au secteur agricole, appelé à donner soutien et nourriture à l'homme. On ne peut tolérer que des millions de personnes dans le monde meurent de faim, tandis que des tonnes de denrées alimentaires sont jetées chaque jour de nos tables. En outre, respecter la nature nous rappelle que l'homme lui-même est une partie fondamentale. À côté d'une écologie environnementale, il faut donc une écologie humaine, faite du respect de la personne, que je voulus rappeler aujourd'hui en m'adressant à vous. Le deuxième domaine dans lequel fleurissent les talents de la personne humaine, c'est le travail. Il est temps de favoriser les politiques de l'emploi, mais il est surtout nécessaire de redonner la dignité au travail en garantissant aussi d'adéquates conditions pour sa réalisation. Cela implique d'une part, de repérer de nouvelles manières de conjuguer la flexibilité du marché avec les nécessités de stabilité et de certitude de perspectives d'emploi indispensables pour le développement humain des travailleurs. D'autre part, cela signifie favoriser un contexte social adéquat qui ne vise pas l'exploitation des personnes, mais à garantir, à travers le travail, la possibilité de construire une famille et d'éduquer les enfants. De même, il est nécessaire d'affronter ensemble la question migratoire. On ne peut tolérer que la mer méditerranéenne devienne un grand cimetière. Dans les barques qui arrivent quotidiennement sur les côtes européennes, il y a des hommes et des femmes qui ont besoin d'accueil et d'aide. L'absence d'un soutien réciproque au sein de l'Union européenne risque d'encourager des solutions particuliaristes aux problèmes qui ne tiennent pas compte de la dignité humaine des immigrés, favorisant le travail d'esclaves et des tensions sociales continuelles. L'Europe sera en mesure de faire face aux problématiques liées à l'immigration si elle s'est proposée avec clarté sa propre identité culturelle et mettre en acte des législations adéquates qui sachent en même temps protéger les droits des citoyens européens et garantir l'accueil des migrants. Si elle sait adopter des politiques justes, courageuses et concrètes qui aident leur pays d'origine dans le développement sociopolitique et dans la résolution des conflits internes, cause principale de ce phénomène, au lieu des politiques d'intérêt qui accroissent et alimentent ces conflits. Il est nécessaire d'agir sur les causes et non seulement sur les effets. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les députés, la conscience de sa propre identité est nécessaire aussi pour dialoguer de manière propositive avec les États qui ont demandé d'entrer à faire partie de l'Union européenne à l'avenir. Je pense surtout à ceux de l'ère balkanique pour lesquels l'entrée dans l'Union européenne pourra répondre à l'idéal de paix dans une région qui a grandement souffert des conflits dans le passé. Enfin, la conscience de sa propre identité est indispensable dans les rapports avec les autres pays voisins, particulièrement avec ceux qui bordent la Méditerranée, dont beaucoup souffrent à cause des conflits internes et de la pression du fondamentalisme religieux,
ainsi que du terrorisme international. À vous, législateurs, revient le devoir de protéger et de faire grandir l'identité européenne afin que les citoyens retrouvent confiance dans les institutions de l'Union et dans le projet de paix et d'amitié qui en est le fondement. Sachant que plus grandit le pouvoir de l'homme, plus s'élargit le champ de ses responsabilités personnelles et communautaires. Je vous exhorte donc à travailler pour que l'Europe redécouvre sa bonne âme. Un auteur anonyme du IIe siècle a écrit que les chrétiens représentent dans le monde ce que l'âme dans le corps. Le rôle de l'âme est de soutenir le corps, d'en être l'inconscience et la mémoire historique. Est une histoire bimillénaire lie l'Europe et le christianisme. Une histoire non exempte de conflits, d'erreurs et aussi de péchés, mais toujours animée par le désir de construire pour le bien. Nous le voyons dans la beauté de nos villes, et plus encore dans celle des multiples œuvres de charité et d'édification commune qui parsèment le continent. Cette histoire, en grande partie, est encore à écrire. Elle est notre présent et aussi notre avenir. Elle est notre identité. Et l'Europe a fortement besoin de redécouvrir son visage pour grandir selon l'esprit de ce Père fondateur, dans la paix, dans la concorde, puisqu'elle-même n'est pas encore à l'abri de conflits. Chers eurodéputés, l'heure est venue de construire ensemble l'Europe qui tourne, pas autour de l'économie, mais autour de la sacralité de la personne humaine, des valeurs inaliénables. L'Europe qui embrasse avec courage son passé et regarde avec confiance son avenir pour vivre pleinement et avec espérance son présent. Le moment est venu d'abandonner l'idée d'une Europe effrayée et repliée sur elle-même pour susciter et promouvoir l'Europe protagoniste, porteuse de science, d'art, de musique, de valeurs humaines et aussi de foi. L'Europe qui contemple le ciel et poursuit des idéaux. L'Europe qui regarde, défend et protège l'homme. L'Europe qui chemine sur la terre sûre et solide, précieux point de référence pour toute l'humanité. Merci. Vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ihr Beifall
hat gezeigt, dass Papst Franziskus Mesdames et messieurs, merci pour cet applaudissement. Cet applaudissement a montré que Pape François, vraiment, pour beaucoup de vues, pour nous tous, a parlé avec son cœur. Et nous vous remercions, Saint-Père. Nous vous remercions de vos paroles, pour vos encouragements. Ce que vous avez dit, je le considère un encouragement pour poursuivre sur le chemin que l'Union européenne a commencé. C'est un chemin qui conduit à un avenir positif et vous nous avez donné des indications très importantes. Je vous remercie au nom du Parlement européen et je répète, oui, vous êtes une personnalité qui peut donner des orientations dans un moment de désorientation. Et nous vous remercions aujourd'hui d'être venus aujourd'hui. Merci, Saint-Père. Merci, chers collègues, qu'avec votre présence et vos applaudissements, vous avez montré au Saint-Père le soutien du Parlement européen pour son chemin. Nous avons beaucoup de choses et de tâches en commun. Et les mots de Pape François nous aideront. Merci, Saint-Père. Voilà, et bien après ce discours du Saint-Père aux députés européens, nous allons donc quitter Strasbourg pour quelques minutes seulement, minutes durant lesquelles le pape va s'entretenir à nouveau en privé avec certains hauts responsables des instances européennes. Il rencontrera notamment le président du Conseil européen, le président actuel du Conseil de l'Union européenne, Matteo Renzi, et le président de la Commission européenne, M. Jean-Claude Juncker. Et nous le retrouverons donc dans quelques minutes seulement au Palais de l'Europe, non loin de ce bâtiment du Parlement, à 700 mètres environ. Nous le retrouverons donc pour cette seconde rencontre dans ce voyage à Strasbourg ce matin. À tout de suite.